Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radio Imo, vous êtes également sur le Figaro Immobilier. Pour cette étape des clés de la ville, on est très heureux. Que sont-ils devenus? On est revenu dans cette bonne vieille ville de Bordeaux pour rencontrer finalement les acteurs du territoire, ceux qui tous les jours œuvrent pour le logement des Français, mais aussi l'urbanisme, la ville, l'architecture, les recoins du passé, chers à notre ami Olivier Marin, par exemple. On s'est permis d'ailleurs de faire quelques images très sympathiques que l'on va vous faire découvrir. On est très heureux de revenir ici à Bordeaux, dans cette ville magnifique. Dans un écrin, on ne pouvait pas rêver mieux. Nous sommes à l'hôtel de ville et nous avons été très chaleureusement reçus par les équipes de la municipalité. Alors cette étape, je crois que c'est la 44e étape. 44e étape de la ville. Voilà, les saltimbanques de l'immobilier, c'est Olivier Marin et moi qui traversons le territoire avec toutes nos équipes. On est très heureux d'être avec vous. Nous avons d'ailleurs en plus un public nombreux. On est ravis de vous recevoir. Merci. Merci. Ça, c'est du public, hein. Je sais pas si tu le sais, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, toi et moi, bien évidemment. Ambiance. Avec mon ami Olivier Marin. Olivier Marin, au sommaire de l'émission. Alors, au sommaire, eh bien, comme toujours, on va se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, et toujours avec le même principe, qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier. On parle logement, mais aussi on parle urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 6e étape de cette saison 5, après Nantes, après Poitiers, après Saint-Dizier, après Besançon et après Vichy, eh bien, nous sommes à Bordeaux, reçus par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. C'est la deuxième fois. Merci à vous d'avoir choisi cette belle ville de Bordeaux, comme vous l'avez précisé. Et merci vraiment de nous recevoir et un grand merci également à toutes vos équipes. Et nous étions effectivement venus au printemps 2022, ce retour à Bordeaux, donc c'est une preuve à la fois d'intérêt, de fidélité, l'occasion de voir avec vous les transformations engagées, celles qui ont vu le jour, celles qui sont en cours et peut-être certaines qui sont freinées, on en parlera. Et comme toujours, on va retrouver nos partenaires. Alors, chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Bien, aujourd'hui, nous recevrons Maître Delphine Détrieux, notaire à La Réole, qui est présidente de la Chambre des notaires de Gironde. Et avec elle, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes immobilières à Bordeaux. Elle délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Chloé Martinelli, directrice régionale Aquitaine chez Nexity, l'occasion d'évoquer l'activité du marché du neuf, des opérations prévues dans un contexte particulièrement compliqué. Ce sera l'occasion de voir qu'il existe des solutions quand même pour mener à bien des projets immobiliers dans le neuf. Et puis la séquence Bien mieux, nous retrouverons notre partenaire Elio avec Pierre Maillard, PDG d'Elio, pour aborder la question de la rénovation énergétique. Il viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs, les règles en vigueur, MaPrimeRénov', le DPE, les copropriétés, les interdictions de location, notamment pour les biens les plus énergivores. Et puis il nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Bordeaux et des conseils pratiques pour bien rénover. Voilà donc pour cette nouvelle étape des clés de la ville en terre girondine, un retour qui marque le symbole d'un immense plaisir et d'une preuve d'amour. Merci Olivier. Je te trouve très lyrique aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être le climat qui enchante notre ami Olivier Marin. En plus, tu parlais de Maître Détrieux, qui est notaire à La Réole. Il faut savoir qu'à La Réole, il y a un des plus beaux marchés d'Europe qui se situe. Voilà, je vous le recommande. C'est absolument magnifique. Bonjour Grégoire Darico. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Vous avez,
il y a quelques jours, avec notre ami Alexandre Burkhardt, tourné de très belles images à Bordeaux. On va lancer le reportage. Vous allez nous en dire d'abord quelques mots. Eh bien, écoutez, on a été effectivement très bien reçus par la ville de Bordeaux. Alors moi, je suis ravi d'être là à titre professionnel parce que c'est une étape très importante pour nous. Ici, là. Et je suis un peu à domicile, effectivement, et parce que figurez-vous que mes grands-parents paternels se sont rencontrés à quelques rues d'ici. Donc c'est une petite émotion en plus personnelle. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être à Bordeaux. On a été très très bien reçus. On a tourné quelques images la semaine dernière sous une météo au début clémente. Et puis ensuite, bordelaise, à partir de 16h. Voilà. Régional, peut-être. Ouais, je suis pas sûr que vous allez bosser pour le syndicat d'initiative, là, d'un seul coup. Il a un petit peu plu, il fallait qu'il pleuve, mais on a tourné de très belles images qu'on est ravis de vous proposer, effectivement, avec Alexandre Burkhardt. Et vous avez d'ailleurs été accompagné d'une historienne de la ville, avec le concours du service de presse de la ville, qui nous a beaucoup aidé pour tourner des très très belles images. Le reportage, les amis, c'est maintenant. Bienvenue à Bordeaux pour notre 44e étape des Clés de la ville. Je suis ravi de vous faire découvrir cette ville française d'importance, cette ville à la riche histoire. Nous, on va parler d'immobilier, mais d'abord, je vous emmène la visiter. Les Clés de la ville, saison 5, étape 6, c'est parti. Bienvenue dans cette ville historique française, ancienne capitale de la Gaule aquitaine et du duché d'Aquitaine et de la Guyenne. Aujourd'hui, Bordeaux est 9e commune de France avec plus de 265 000 habitants. Bordeaux est idéalement situé au carrefour de l'océan Atlantique, de la superbe forêt des Landes de Gascogne et de l'estuaire de la Gironde. Bordeaux occupe une place de choix entre les itinéraires commerciaux terrestres ou fluviaux au cœur d'une riche région viticole. Pour cette première étape de notre visite à Bordeaux, je suis ravi de vous accueillir au CAPC Bordeaux, le Centre d'art plastique contemporain. C'est un musée d'art contemporain qui a été fondé en 1973, un lieu qui a toujours été un espace de créativité pour la ville de Bordeaux, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu qui est aussi témoin de l'histoire de la ville de Bordeaux. Madame Corr, merci beaucoup de nous recevoir ici dans cette magnifique nef du musée d'art contemporain de Bordeaux. Je voudrais vous interroger sur l'origine de la ville de Bordeaux et voir avec vous son évolution jusqu'à sa forme d'aujourd'hui. Alors Bordeaux, c'est une ville très ancienne, à peu près 4 ou 5 000 ans, dans un méandre de la Garonne, avec des espaces un peu surélevés par rapport au niveau de la Garonne, et donc ils vont protéger et des crues de la Garonne et des nombreux marécages. Les implantations humaines, c'est un petit bourg, un petit village, jusqu'à devenir une ville romaine. Pendant l'Antiquité, les Romains ont conquis la Gaule et ils vont donc créer Burdigala, qui est une ville orthonormée comme au temps des Romains, c'est-à-dire avec un axe nord-sud et un axe est-ouest. Cette ville-là, ouverte, large, très vaste, va se réduire au IIIe siècle, derrière des murailles, et on va rester tassé à l'intérieur de ces murailles pendant 10 siècles. Ça correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le Vieux Bordeaux. On continue à voir ces rues qui se coupent par angle droit, qui dessinent un beau damier. À partir du XIIIe siècle, on va agrandir la ville exclusivement vers le sud. On a une deuxième épaisseur de muraille, la Grosse Cloche, qui est un bâtiment emblématique de Bordeaux, qui correspond au règne d'Aliénor d'Aquitaine, les Plantagenets, etc. Bordeaux, c'est une histoire riche, une histoire française et une histoire anglaise. On retrouve là un personnage que nous avions déjà croisé à Poitiers en la personne d'Aliénor d'Aquitaine. Son mariage avec Henri Plantagenet apporte en dot au royaume d'Angleterre la riche région Aquitaine, une relation qui inaugure, lorsqu'Henri reçoit la couronne d'Angleterre, 3 siècles de domination anglaise et une longue série de conflits entre les deux monarchies. Une domination et une influence qui vont forcément laisser des traces. Un héritage qui explique aujourd'hui encore le fort attrait de Bordeaux à l'international. C'est la ville de Bordeaux pendant la majorité de son existence. Elle ne s'étend en fait qu'à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. On va construire le quartier dans lequel nous sommes actuellement, qu'on appelle le quartier des Chartrons.
les chartreux, les moines ermites, et le quartier va se développer autour de l'activité portuaire et viticole. Ce sont les négociants étrangers, hollandais, allemands, suisses, anglais, qui s'installent dans ce quartier. Donc ils vont créer le poumon économique de Bordeaux au XVIIe, XVIIIe et même encore au XIXe siècle. Quand on épousait une fille des Chartrons, on faisait un beau mariage au XIXe. Une destination touristique forte qui comprend plus de 400 monuments historiques, ce qui fait de Bordeaux la ville qui détient le plus de monuments classés ou inscrits aux monuments historiques en France après Paris. Un homme va complètement transformer la ville, le centre-ville. Il est intendant, il représente le roi, il s'appelle l'intendant Tourny. C'est un urbaniste, il réfléchit à comment on vit dans une ville au XVIIIe et il va la transformer. Et il va créer tout le quartier XVIIIe autour du Grand Théâtre, en marge de cette ville ancienne. Il va faire disparaître les murailles d'une manière ou d'une autre dans ce qui est le cœur de Bordeaux aujourd'hui. Un certain Haussmann a été préfet à Bordeaux et il va s'inspirer énormément pour Paris de ces transformations, de ces axes de circulation, de ces percées, de ces ouvertures créées par l'intendant Tourny. Et après, à partir du 19e, on va s'étendre. Bordeaux, c'est une ville qui va se constituer par anneaux qui s'ajoutent comme ça, les uns aux autres, autour de ce noyau central le plus ancien. Bordeaux est toujours capitale, elle est sans doute aujourd'hui la capitale mondiale du vin, c'est aussi un haut lieu de la gastronomie française avec des spécialités régionales dont la renommée a largement dépassé nos frontières. Comment ne pas mentionner les célèbres cannelés, les huîtres d'Arcachon ou encore le caviar d'Aquitaine, une destination qui plaît. En témoigne ce classement publié fin 2024, Bordeaux est la 6e ville la plus responsable au monde et la première en France. C'est la Cité du Vin. La Cité du Vin, elle va fêter ses 10 ans d'existence et je vous propose d'aller la visiter. Solène Jaboulet, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir dans ce lieu surprenant. Nous sommes à la Cité du Vin, une cité qui va fêter l'année prochaine ses 10 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter ces 10 premières années et comment est né ce projet ? Le quartier de Bacalan, les bassins à flot, c'était l'ancien quartier portuaire qui était un quartier ouvrier qui était tombé en désuétude depuis la baisse d'activité du port de Bordeaux. Et il y avait tout à imaginer, tout à reconstruire dans ce quartier. Et la Cité du Vin a été finalement le premier lieu à s'implanter ici. Et depuis, le quartier s'est complètement transformé. Le vin est très très important à Bordeaux. On dit souvent que Bordeaux est la capitale mondiale du vin. Donc c'est important non seulement d'un point de vue culturel, mais aussi évidemment d'un point de vue économique, puisque beaucoup de personnes travaillent dans le vin à Bordeaux. On a accueilli plus de 3 millions de visiteurs depuis l'origine. C'est un peu plus de 400 000 visiteurs qui parcourent la Cité du Vin chaque année. Plus de la moitié d'entre eux sont des étrangers. Donc on a vraiment un gros rôle d'attractivité à la Cité du Vin. On propose en permanence des événements culturels, des activités. Il y a des restaurants, une boutique, un jardin très agréable à parcourir en été. Et puis aussi voilà une attractivité culturelle puisque le vin c'est un patrimoine universel et c'était très important qu'on puisse le démontrer à Bordeaux. Et on a toute une programmation culturelle pour les habitants de la ville de Bordeaux. Donc à la fois un lieu culturel et touristique et un vrai lieu de vie pour les locaux. Il fait que depuis l'origine de Bordeaux, nous avons des liens avec tous les pays du monde. Alain Juppé va impulser une transformation pour obtenir un classement et puis pour essayer d'attirer de nouveau des populations plus jeunes sur son territoire. Déjà restauration de la totalité du centre ancien pour obtenir le classement UNESCO en 2007 et également création, réhabilitation de quartiers qui étaient des quartiers portuaires et industriels et le sud autour de la gare, autour de la liaison Paris-Bordeaux en LGV à 2 heures. Une ville prisée par les familles, par les touristes, par les acteurs économiques, une ville que nous sommes ravis de vous faire visiter.
un très très beau reportage. Merci Grégoire. De rien, je pense que vous avez eu beaucoup de plaisir à le tourner. Si je vous demandais, juste en présence de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, de dire ce que vous avez ressenti par rapport à tous les tournages que vous avez effectués, qu'est-ce que vous diriez pour Bordeaux? Je sais pas si je vais être très objectif, parce que moi je suis effectivement à domicile, donc j'aime beaucoup cette ville, mais j'ai pu, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu se transformer. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ça fait 25-30 ans qu'on passe par Bordeaux pour aller un petit peu plus loin dans le sud-ouest chez nous. Et je suis, moi, toujours très agréablement surpris et je me sens bien à Bordeaux. Et je trouve que la ville de Bordeaux aujourd'hui est une belle ville. Quand on arrive gare Saint-Jean, le parvis, c'est accueillant, on se sent bien. Et nous qui avons fait plusieurs étapes et plusieurs gares à travers nos étapes, ça reste un des plus beaux parvis quand même quand on sort de la gare. On n'a pas du tout de bâtiments moches en face. Tout de suite, on se sent dans la ville, c'est accessible, le tramway fait que tout le centre-ville est accessible. Donc voilà ce que moi je retiendrai de cette ville. Un commentaire, Pierre Urmic? Je confirme le diagnostic. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir une ville qui est largement classée au patrimoine mondial, puisque nous avons 1810 hectares urbains qui sont classés au patrimoine mondial. Ça fait 41% de la surface urbaine. Donc c'est le plus grand ensemble classé au patrimoine mondial de l'humanité. Cela impose quelques contraintes aussi, parce que moi je suis un maire qui est très investi dans l'organisation mondiale des villes du patrimoine UNESCO, pour voir comment est-ce que ce patrimoine UNESCO, on peut aussi le faire évoluer à la lueur des nouveaux impératifs, notamment du contexte climatique qui parfois peut imposer ce qui peut apparaître comme étant un peu des transgressions, mais je pense que c'est important d'avoir une ville classée, c'est important d'avoir aussi une ville adaptée au patrimoine mondial de l'humanité. Bordeaux est une ville de pierre, une magnifique ville de pierre, mais qui dit ville de pierre dit aussi en même temps îlot de chaleur urbain. Donc c'est ça qui est passionnant dans la fonction de maire, c'est de jongler en permanence avec ces injonctions, conserver ce patrimoine historique extraordinaire et en même temps adapter la ville aux contraintes nouvelles du monde contemporain et notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous l'avez bien décrit, parce qu'effectivement ce que vous dites, Grégoire, c'est que l'entrée dans une ville, c'est d'abord une vision un peu poétique, voire holistique. Et la première vision que l'on a lorsqu'on entre en ville, avec Olivier, c'est le premier contact, c'est déterminant. Souvent, c'est la sortie de la gare. On voit tout de suite, on a eu quelques surprises. Oui. Dans certaines villes, la première impression. On va pas citer les villes, mais et je sais pas si vous vous rappelez, mais la première question qu'on posait au maire lorsqu'on sortait de la gare, on leur disait est-ce que vous travaillez? Ça tombe bien, je suis en train de refaire l'ensemble du quartier gare, parce que le quartier gare, c'est la porte d'entrée. C'est l'entrée de la ville pour la plupart des ceux qui... Et un projet ambitieux. Oui. Et je crois qu'à Bordeaux, en fait, c'est ça la première impression qu'on a aussi, c'est qu'il y a un équilibre qui a été trouvé entre tous les enjeux que vous évoquez et avec l'histoire de la ville qui est quand même longue, qui est chargée. Il y a beaucoup de choses à raconter à Bordeaux et on sent cet équilibre quand on y arrive. Merci. Bravo. Merci Grégoire. La juste mesure. Oui. Si je peux me permettre un commentaire supplémentaire. Bordeaux est historiquement la ville de la juste mesure. Et ça fait partie de notre héritage. Il n'y a pas que notre héritage patrimonial, il y a aussi un patrimoine intellectuel. Et si j'emploie cette expression de juste mesure, c'est parce qu'on la doit à un ancien maire de Bordeaux qui s'appelait Michel de Montaigne, qui a été maire de Bordeaux en 1581 et qui est précisément le philosophe humaniste qui a le premier décliné cette notion de juste mesure. Donc Bordeaux, je crois, aussi est l'héritière de cette tradition humaniste que l'on doit à notre ancien maire. Quelle image plus belle que celle de citer de Michel de Montaigne, dont la Boétie disait une chose, vous la connaissez, bien sûr, c'est l'incuriosité est un oreiller fort doux, mais pour le considérer comme tel, il faut avoir la tête aussi bien faite que Montaigne. Exactement, c'est vrai. Et si je peux me permettre d'évoquer la fonction de maire telle que la voyait Michel Montaigne, il y a très peu d'écrits de Montaigne sur son expérience de maire de Bordeaux, qui a duré 4 ans, et il dit à propos de la fonction de maire, c'est une fonction qui doit sembler d'autant plus belle qu'elle n'a ni loyer, ni gain, autre que l'honneur de son exécution. Et tous les jours, je me rends compte que être maire d'une ville comme Bordeaux, c'est d'abord un grand honneur. Ça démarre plutôt bien, voilà. Merci Pierre Urmic. Je vais vous laisser aller, Grégoire. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre Urmic, vous l'avez dit, votre projet urbain à Bordeaux, je vous cite, c'est celui d'être un maire au quotidien. Et c'est vrai
que vous êtes toujours sur tous les fronts. D'ailleurs, à l'heure où on tourne cette émission, ce matin, j'étais sur les grandes radios et vous avez initié, je crois, la nouvelle BAI, la brigade. Moi, je trouve ça... Le concept est top. Ouais. Brigade anti-incivilité. Je trouve ça remarquable. Je vais vous demander, parce que forcément, on va réagir avec l'actualité. Si vous le voulez bien nous en parler, c'était sur France Inter ce matin, assez tôt. Vous êtes aussi un maire au quotidien et un maire au lendemain, en vous citant. D'avoir finalement, comme vous le disiez très justement, cette conjugaison entre patrimoine et injonction climatique, mais aussi contemporaine dans les usages, dans la façon dont les administrés aujourd'hui considèrent la ville. Améliorer les quotidiens de vos habitants, mais aussi préparer et anticiper demain. Par exemple, vous privilégiez la rénovation des bâtiments plutôt que leur démolition. Et je trouve ça assez remarquable. Quels autres exemples pour votre vision du renouvellement urbain à Bordeaux? Justement, j'aimerais que vous développiez. Effectivement, on a de vraies contraintes climatiques. On s'en rend compte ici à Bordeaux, c'est très prégnant. Comment on fait quand on est un maire comme vous pour jongler avec des injonctions qui souvent, très souvent, sont contradictoires? C'est ce qui fait tout le plaisir de la fonction de maire, c'est de jongler précisément avec ces injonctions apparemment contradictoires. Et pour reprendre l'expression que vous avez reprise, c'est vrai que je suis à la fois le maire du quotidien, le maire du lendemain, c'est-à-dire le maire qui répare la ville tous les jours et le maire qui prépare la ville aux grands défis à moyen et long terme. Alors, au-delà des slogans, au-delà des propos, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vous ai déjà dit, l'adaptation aux contraintes climatiques nous impose de transformer cette ville de pierre, de conserver cette ville de pierre, mais de se lancer dans une vaste reconquête végétale. C'est ce que nous avons fait dès le début de notre mandat, la reconquête végétale de la ville de Bordeaux, qui nous a amené à prendre un certain nombre de décisions, certaines difficiles à prendre. Par exemple, on a sanctuarisé nos derniers espaces de nature. Je vois par exemple 2 espaces de nature qui étaient promis à la construction, à l'urbanisation. L'un, c'est un espace d'une 40aine d'hectares qui est situé dans le quartier de Bordeaux-Lac, qu'on appelle la Jalère. J'ai décidé le zéro artificialisation et la sanctuarisation de la Jalère, mais également sur des projets et des coûts qui étaient déjà partis. Par exemple, je vois le grand projet du quartier Brazza. J'ai aussi sanctuarisé un bois rudéral en disant, dans les années qui viennent, nous aurons impérativement besoin de conserver nos derniers espaces de nature urbain, ce qui n'interdit pas de construire et d'urbaniser. J'avais pris un engagement pendant la campagne électorale qui consiste à dire nous allons continuer à construire à Bordeaux, naturellement, mais nous allons faire la ville sur la ville. C'est un concept qui existe, que l'on doit à des architectes, mais qui consiste à dire on peut continuer à urbaniser une ville, mais on peut agrandir la ville à surface constante. C'est-à-dire profiter des opportunités déjà artificialisées pour précisément agrandir la ville. C'est tout le sens de notre stratégie immobilière qui consiste d'abord à mieux utiliser le patrimoine de la ville, à mutualiser beaucoup de nos équipements, en disant l'occupation monofonctionnelle des équipements municipaux, mais on s'efforce d'y mettre un terme. Par exemple, je vous cite un exemple très clair. Nous nous sommes lancés dans un programme de végétalisation de nos 117 cours des écoles primaires élémentaires de la ville de Bordeaux. Nous avons décidé qu'à partir du moment où la cour d'école était végétalisée, c'était bien que ça profite aux gamins des écoles, mais que c'était encore mieux de l'ouvrir vers le quartier, en disant on va réinventer une nouvelle destinée à ces cours d'école et en faire des squares de quartier. Et on commence à ouvrir le soir, le week-end, les cours d'école végétalisés pour en faire... Ça, c'est un esprit, je dirais, de mutualisation, consiste vraiment à faire la ville sur la ville, à profiter de toutes les opportunités qui nous sont offertes. Dans le même état d'esprit, nous nous lançons aussi actuellement dans une politique de surélévation du bâti. Bordeaux, traditionnellement, est une ville basse. Et non pas pour des raisons historiques, mais c'est pour des raisons géologiques. Pendant des siècles et des siècles, on n'a pas su construire en hauteur sur un sous-sol bordelais qui est très marécageux. D'où cette typicité de l'habitat bas qui est symbolisée par les échoppes bordelaises. On se dit aujourd'hui, les techniques sont telles qu'on peut naturellement construire en hauteur. Regardez notre site administratif par exemple. Donc les techniques existent aujourd'hui pour pouvoir construire en hauteur. Donc il faut prévoir, par exemple, que nos échoppes puissent être surélevées d'un étage. Mais attention,
non pas pour en faire des outils de spéculation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a surélevé son échoppe, on dit mais ça y est, j'ai fait 2 ou 3 appartements. Non, on veut conserver l'échoppe comme logement familial, c'est-à-dire on la surélève, mais on fait pas une entrée indépendante, on conserve à l'échoppe. C'est parce que on se rend compte qu'il y avait beaucoup de familles bordelaises qui, en s'agrandissant, trouvaient l'échoppe familiale trop petite et allaient habiter souvent en dehors de Bordeaux pour des raisons de coût du foncier. Donc on s'est dit il faut les garder à tout prix à Bordeaux et on va leur permettre d'augmenter un étage leur échoppe. Donc ça c'est c'est une des mesures que nous sommes amenés à prendre précisément dans cet esprit d'une ville construite sur la ville. On va bien sûr développer, Olivier Marin. Oui, ça on va le voir et on va revenir évidemment sur la partie immobilière, mais tout d'abord, améliorer le quotidien des habitants, c'est prendre en compte leurs avis, demander aux habitants de s'exprimer sur leur cadre de vie. Ça, c'est l'objectif de la démocratie participative. Il y a un budget participatif de Bordeaux qui a été un succès. Enfin, on va y revenir. La question était toute simple. Qu'est-ce que vous imaginez pour votre rue? Qu'est-ce que vous imaginez pour votre quartier demain? 5000 votants, plus 75% par rapport à l'édition précédente, je crois qu'il datait de 2022. Ce qui témoigne déjà de l'intérêt des habitants pour la transformation de leur ville. Des projets lauréats dévoilés, c'était il y a quelques jours, le 13 février dernier, lors d'une soirée à la salle des fêtes du Grand Parc. Et sur 28 projets, 23 ont été retenus. Alors, il y a des choses très différentes. Bien, une demande très importante sur l'installation de fontaines à boire dans l'espace public, accessible à tous, notamment pendant les périodes d'été de forte chaleur, récupération des eaux de pluie. Il y a aussi favorisé la présence de chauves-souris. Oui, pour lutter contre la prolifération des moustiques en installant des nichoirs, améliorer le mobilier urbain, des projets de plantation d'arbres, installation de vélo-box. Au final, beaucoup de demandes sur des projets écologiques, des aménagements de proximité. Alors, comment vous analysez déjà le succès de cette consultation en fait citoyenne par rapport à il y a 2 ans? Et puis, est-ce que ça traduit l'envie des Bordelais de plus de villes vertes, végétales? Oui, je crois qu'on ne construit plus la ville qu'on la faisait autrefois. On construit plus la ville pour les habitants, mais on continue à construire la ville pour les habitants, mais surtout on construit la ville avec les habitants. Et ça, c'est un petit changement de paradigme. C'est la théorie du aller vers. Il faut aller là où ils sont. Nous sommes dotés à Bordeaux, au début du mandat, d'un outil qui est assez original, ce qu'on a appelé par exemple un parlement mobile. C'est-à-dire on a fait faire par un ébéniste un mini-parlement sur roulette que l'on amène dans des quartiers, par exemple sur une place à la sortie de l'école. C'est un petit amphithéâtre dans lequel on s'assied, les élus s'assiedent, il n'y a pas de hiérarchie, chacun se met où il veut dans l'amphithéâtre. C'est l'ancien forum mobile. Voilà, exactement. Mobile. Et il est mobile. Mais je me souviens, la première fois que j'y suis allé, avoir vu un monsieur âgé qui me dit, mais c'est formidable, il me dit, c'est la première fois que je vois le maire de Bordeaux. Et je lui dis, ah ben oui, vous n'êtes pas là depuis longtemps. Il me dit, je suis là depuis 1939. J'avais calculé le nombre de maires qu'il avait. Mais c'était la première fois qu'il voyait le maire de Bordeaux. Donc, à l'occasion de ce déplacement du Parlement mobile, il y a un contact direct avec les habitants sous une forme assez originale et surtout non hiérarchisée. Combien de personnes dans le... Non hiérarchisée. Pas une trentaine. Mais bon. Ah, quand même. Oui. Mais c'est... donc c'est un bel outil. Après, vous faisiez référence au budget participatif. Auquel 2 millions d'euros d'investissement, c'est ça? Absolument. Cette année, oui, c'est 2 millions, 23 projets qui ont été retenus, et surtout, ce qui me paraît important, puisqu'on soumet au vote les projets, nous sommes arrivés à 4350 votes. C'est-à-dire que la participation, elle a augmenté de plus de 73% par rapport à l'année précédente. Comment vous l'expliquez ça? Plus de communication, plus d'intérêt pour... Oui, je crois qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Puis quand les habitants voient que vous leur fournissez un certain nombre d'outils, parfois ils mettent un peu de temps à s'en emparer. Mais finalement, ils s'en emparent. Après, on a des marges de progression à faire. Je ne veux pas vous dire que la ville de Bordeaux, c'est la ville idéale en termes de démocratie participative. Je pense qu'il y a des Bordelais qui, comme partout, se sentent peut-être encore par moment, peut-être un peu frustrés de ne pas trouver des outils. Mais je crois qu'on y vient. Je crois qu'il y a une démarche qui est plutôt vertueuse. Nous ne sommes là que depuis 5 ans. Une démarche plutôt vertueuse qui se fait pour que les habitants puissent le plus possible participer. Donc, budget participatif, vous avez raison, c'est 2 millions d'euros. Ça commence à avoir un peu de tenue. Et moi, ce qui me séduit aussi, c'est de voir, nous avons fait de la lutte contre le changement climatique la priorité de notre mandature. Moi, à peine élu maire, première chose que j'ai dit, je vais décréter l'urgence climatique à Bordeaux, et en disant bien, attention, c'est pas un slogan. Toutes nos politiques seront
examiné à la lueur de cet impératif. Je m'en suis donné les moyens au niveau de l'organisation de la ville, c'est-à-dire j'ai une première adjointe qui s'appelle Claudine Bichet, qui est adjointe aux finances, comme dans toutes les collectivités territoriales, qui est en plus adjointe à l'égalité femmes-hommes, mais aussi qui est adjointe aux défis climatiques. Et ça, c'est très important. Ça veut dire toutes nos politiques municipales, tous nos investissements sont examinés à l'aune de leur impact climatique. Imaginez, c'est comme si Bercy, pour prendre l'organisation nationale, comme si Bercy était chargé également des réponses apportées au dérèglement climatique. Je vous promets que ça éviterait beaucoup d'arbitrage ministériel, en général perdu par le ministre chargé de la transition écologique, mais ça éviterait, c'est ce qu'on essaie de faire à Bordeaux. Donc, quand je dis que c'est une priorité, c'est une priorité. Et cette priorité, on la retrouve dans les préoccupations de nos concitoyens lorsque l'on les consulte. Cette année, le thème, c'était les réponses apportées aux défis climatiques, mais on se rend compte que tous les projets correspondent aux aspirations qui sont les nôtres et qui sont des réponses. Vous en avez cité quelques-unes, mais il y a aussi un jardin partagé sur la place de la République, un terrain vague qui devient jardin, les chauves-souris, vous en avez parlé, des sièges et des bancs publics dans tout Bordeaux, plantation davantage d'arbres dans certains espaces publics. Donc, c'est agréable aussi quand vous êtes maire de voir que vos préoccupations, ceux de votre équipe municipale, correspondent aussi aux souhaits de vos habitants et qu'ils ont des idées pour vous permettre de mieux décliner cet impératif. Justement, il y a aussi cette notion, parce qu'il faut qu'on la mette en perspective, c'est la notion de santé publique, hein, d'approche de la santé publique, où on constate, et d'ailleurs c'est une heureuse constatation, même les sociologues s'y sont penchés, en imaginant que finalement le bâtiment peut être aussi parfois une arme par destination. Et on fait des liens maintenant, effectivement, dans la rénovation énergétique notamment, et dans la rénovation du bâti, entre les questions de santé publique, notamment sur l'air intérieur, sur la circulation, sur les problématiques, effectivement, de gestion de l'énergie. Vous avez dit aussi que vous étiez très attentif à la lutte contre ce qu'on appelle le mal logement, qui est un véritable fléau dans ce pays. Récemment, on l'a vu, la presse s'en est emparée, on a un monsieur de 79 ans à Marseille qui a été condamné lourdement d'une peine de prison ferme pour avoir loué des taudis absolument infâmes à des familles trop heureuses de se loger malheureusement, et donc qui vivaient dans un état absolument incroyable. Vous avez développé une stratégie spécifique pour lutter et sanctionner. Très clairement, vous connaissez ce qui s'est passé à Marseille, vous en avez entendu parler, bien évidemment, tout le monde en a entendu parler. En quelques mots, comment vous, Pierre Urmic, compte tenu de la croissance démographique de la ville, tant mieux pour vous, du fait que les Bordelais ou que les personnes qui arrivent à Bordeaux ont de réelles difficultés à se loger, on peut efficacement, très concrètement à l'échelle du territoire, lutter contre les marchands de sommeil, le mal logement et les taudis qu'on ose encore louer à nos concitoyens. Alors, la lutte contre le mal logement, je pense que c'est une priorité pour tous les maires, pas seulement à Marseille. Je vois, moi, début du mandat, 2021, la ville a été endeuillée par 2 immeubles qui se sont effondrés, rue Planterose, rue de la Rousselle, ce sont des immeubles non entretenus, vétustes. Donc cela nous a alertés, et on a à notre tour alerté les citoyens pour leur dire faites-nous des signalements. Alors, les habitants, les professionnels, les syndics, tout le monde, on leur dit dès que vous sentez une certaine fragilité, surtout faites un signalement. Avant qu'on arrive, il y avait à peu près 50 signalements par an. On est passé à 500 signalements par an. Ah, quand même. Quand même. Donc, il y a une prise de conscience du fait que le bâti... Les gens se réveillent. Le bâti, voilà. Ouais. Et que le bâti, il faut le surveiller. Ah oui. Et que cela nous amène à avoir une stratégie de lutte contre le mal logement qui passe d'abord par la prévention. Traditionnellement, c'est plutôt la sanction, en disant, propriétaire, vous n'avez pas entretenu, donc vous serez sanctionné. On dit, il faut commencer. Le meilleur outil en la matière, c'est incontestablement la prévention. Dans la mesure pour agir mieux et moins cher, il faut agir plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle donc nous incitons nos habitants à nous signaler tels habitements, mais nous voulons également les aider pour précisément donner du sens à cette prévention. C'est ainsi que nous avons créé une aide qui est tout à fait novatrice en la matière, mais qui est d'une grande simplicité, c'est-à-dire que nous cofinançons à hauteur de 50% les études structurelles, c'est-à-dire les études sur la structure du bâti.
quand un syndic, par exemple, se rend compte, ou des habitants d'une copropriété se rendent compte qu'il y a une fragilité, ben on leur dit, écoutez, études structurelles, et nous serons partenaires pour financer la moitié du coût de l'étude. Et je vois que nous avons contribué à inspirer la loi contre l'habitat indigne de l'an dernier, dans la mesure où la loi reprend cette disposition, en ce sens qu'elle va permettre, un décret va être pris pour permettre précisément aux maires de rendre ces études obligatoires. Donc, vous voyez, on a été précurseurs. Moi, je souhaite qu'effectivement, les maires soient contraints. Et d'ailleurs, Pierre Urmic, à cette occasion, nous avons dans le public le président de CALISR qui est avec nous, qui s'appelle Olivier Safar, et qui est le spécialiste des copropriétés dégradées. Oui. Pour vous dire à quel point, à la fois les professionnels, mais aussi l'organisation, s'est emparée du sujet avec une harmonie, on va dire, structurelle de concertation politique avec vous, les élus. Et je pense que c'est une très bonne chose. Une dernière question, Olivier Martin. Oui, en matière d'habitat, alors il y a ceux qui ont la chance d'être la capacité, on va dire, d'acheter pour devenir propriétaire, et puis il y a tous les autres qui passent par la case location. Ils sont locataires de leur logement, encore faut-il trouver un logement à louer, notamment dans le privé, qu'on soit étudiant, au début de sa vie active, en cours de déménagement, mobilité professionnelle, suite à un divorce, une séparation, ou simplement n'ayant pas la capacité ni l'apport personnel de pouvoir acquérir un bien. Alors il est de plus en plus dur, vraiment, de trouver des logements à louer en France, dans les grandes villes, en location nue ou meublée. Là, je ne parle pas justement de ce qu'on va dire Airbnb ou tout ce qui a été transformé. Bordeaux comme Paris, Lyon, Nice notamment n'échappe pas à la règle. Alors je regardais sur Figaro Immobilier le nombre de biens à la vente à Bordeaux et le nombre de biens à la location. Biens à la vente à Bordeaux sur Figaro Immobilier, 3400. Biens à la location à Bordeaux, 850. Alors je me suis dit, il y a quand même un écart incroyable. J'ai regardé sur des portails concurrents, de gros portails. Bien à la vente à Bordeaux, 5400, bien à la location, un petit peu plus de 1000, 5 fois moins. Alors, monsieur le maire, au-delà du constat, est-ce que, avec du recul, est-ce que le permis de louer, l'encadrement des loyers à Bordeaux, si tout cela va dans le sens d'un logement de qualité, est-ce que c'est pas un frein pour les bailleurs privés, ceux qui souhaitent acheter un logement et le mettre en location? Est-ce que vous souhaitez avoir une politique aussi plus, notamment sur les logements vacants, sur Airbnb aussi, de revoir quelle est votre position par rapport à la location? Alors, je crois que sur les logements vacants sur Airbnb, nous sommes assez en pointe par rapport aux outils législatifs qui sont à notre disposition pour lutter contre ces phénomènes-là. On va jusqu'au bout des possibilités que nous donne la loi en la matière. Pareil, nous avons taxé au maximum les résidences secondaires à Bordeaux, parce que beaucoup de logements vides aussi sont des logements très peu utilisés, sont des résidences secondaires. C'est très bien, les gens ont des résidences secondaires, mais par contre, on est en droit de leur réclamer une taxe qui est, on a utilisé le maximum que prévoit la loi pour dire, c'est un choix de garder un appartement qui est une large partie de l'année vide, mais par contre, vous devez contribuer. Alors, l'encadrement des loyers. Alors, il y a d'autres outils. Je voulais répondre sur Airbnb. On va répondre justement rapidement. Oui, alors, on a une contrainte de temps, mais c'est vrai que, pardon, je rajoute juste l'expérimentation de l'encadrement des loyers, aussi dans d'autres villes. Oui. On est aussi à l'heure du bilan. Donc, la question que nous posons, nous, observateurs de la vie immobilière, c'est quels sont les premiers effets et sont-ils pas finalement contracycliques ou contre-productifs quand on voit qu'aujourd'hui, on a si peu de biens à la location. Je vous donne juste un chiffre. Le marché de la location à Bordeaux, il s'est rétréci de moitié dans les 3 dernières années. Ça devient impossible. Oui. Le marché est tendu. Je ne vais pas vous cacher, le marché est tendu. Il est surtout tendu aussi pour des logements accessibles. Bordeaux, on est une ville où on a peu de logements sociaux par rapport aux obligations de la loi SRU. On est aux alentours de 19%, alors qu'on devrait être à 25%. Oui. Donc nous, depuis que nous sommes arrivés, nous avons considérablement boosté les obligations, notamment dans les opérations d'aménagement, où on arrive facilement à 35% de logements sociaux, dans les nouvelles 35 ou 40%, pendant certaines, de logements sociaux qui correspondent aux besoins des habitants. Le permis de louer, c'est un très bon outil, et contrairement à ce que certains esprits chagrins, je dirais, nous reprochaient avant même la mise en place du permis de louer, ça n'a pas empêché des mises en location d'immeubles qui étaient
avant que nous les visitions, qui étaient dans un état vétuste, puisque nous avons 22% des dossiers qui ont fait l'objet de prescription et seulement 5% de logements qui n'ont pas pu être loués. Donc, si vous voulez, le simple fait d'édicter ce permis de louer incite les propriétaires à faire des travaux pour que cessent des locations d'habitat indignes, de marchands de sommeil. Donc, ça consiste à remettre sur le marché de la location courante, normale, accessible, des logements qui, jusqu'alors, l'étaient dans de mauvaises conditions, ou parfois même ne l'étaient pas. L'encadrement des loyers, on constate que ça a eu des effets, surtout sur les petites surfaces. Il y avait beaucoup d'abus, non ? Oui, et puis les loyers ont augmenté ces dernières années dans des proportions, mais je suis pas forcément étonné des chiffres que vous donnez. Tout ça, c'est des politiques qui mettent quand même un certain temps à se mettre en place. Rome ne s'est pas faite un jour, Bordeaux non plus. Ce sont des outils dont nous disposons et qui commencent à vivre leur vie progressivement. Mais nous sommes persuadés que ce sont des outils qui sont de nature aussi à améliorer le marché. Vous ne craignez pas que, justement, les petits propriétaires, plein de petits propriétaires qui, aujourd'hui, louent leur appartement pour avoir des compléments de retraite. Vous savez que le coefficient de détention d'un bien immobilier en France, il est de 1,1. Donc, on n'a pas aujourd'hui effectivement des gros opérateurs. Est-ce que ça n'a pas eu un effet de désinvestissement ou de se dire, finalement, les petits propriétaires dont on a réellement besoin pour loger les Français, parce que la plupart, vous savez, dans le marché locatif privé, 62% des personnes qui sont logées sont éligibles au logement social. Oui. Donc il faut vous répondre. Craignez pas qu'il y a alors, je vais vous faire de répondre. Il faut de part répondre de façon plus généreuse à ces demandes de logement social. Et je crois que c'est ce que nous faisons, mais il faut attendre un certain temps pour que ces nouveaux programmes sortent vraiment de terre, naturellement. Et l'encadrement des loyers, c'est pas la baisse des loyers. C'est-à-dire que effectivement, un certain nombre d'immeubles deviennent moins des outils de spéculation intéressants par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Mais je pense par rapport à votre exemple du retraité, il conserve quand même un loyer conséquent, dont l'augmentation suit le coût de l'inflation. C'est pas un outil de spéculation, mais ça reste quand même un très bon placement. L'encadrement, c'est pas la stagnation. Et c'est pas la baisse. Donc ça reste quand même toujours une source de revenus complémentaire. Merci pour ces commentaires, puisque c'était important d'avoir votre point de vue. Ce qu'on comprend effectivement, c'est que vous défendez encore bien évidemment cette mesure. Je vous propose, monsieur le maire, de parler rénovation énergétique et d'entamer notre prochaine séquence, que je vous amènerai d'ailleurs à commenter bien évidemment. On va se retrouver dans un instant pour écouter notre séquence qui s'appelle Bien mieux avec Pierre Maillard, le PDG de Elio, qui est un spécialiste de la rénovation énergétique. On va voir si la ville de Bordeaux est plutôt la bonne élève de la rénovation énergétique, et on va justement aussi également dans notre séquence, on demande à notre partenaire de nous donner des exemples concrets qui ont été réalisés sur votre ville de Bordeaux. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau, ici, les clés de la ville, 44e étape à Bordeaux, on ne pouvait pas rêver mieux, on avait convoqué le ciel bleu, il est avec nous, et nous sommes toujours ici en présence de l'hôte de ces lieux, il est avec nous, Pierre Urmic, merci de nous recevoir ici dans ce magnifique hôtel de ville, et encore une fois, on ne cessera de le dire, un grand merci également à l'accueil que vos équipes nous ont réservé, et d'ailleurs, je mentionne également nos techniciens, qui œuvrent derrière, puisque sans eux, on ne serait tout simplement pas là. On va parler, monsieur le maire, de justement la rénovation énergétique. Alors, la rénovation énergétique, c'est un peu la dent creuse, et en ce moment, Dieu sait qu'on en parle. On va mettre ça en perspective avec notamment l'interpellation de la présidente du Conseil national de l'habitat à Valérie Létard sur les DPE de complaisance dits frauduleux. De toute façon, un DPE de complaisance est forcément frauduleux. La riposte du gouvernement est assez féroce puisqu'il projette justement la création d'une carte d'identité avec un QR code qui permet de mesurer et de vérifier la capacité des diagnostiqueurs immobiliers. Bref, on est dans le cœur du sujet, mais ça concerne tout, la rénovation énergétique, les bâtiments publics, l'éclairage public, la façon de déambuler en ville, la question des réseaux de chaleur, de l'énergie globalement, justement. Merci Pierre Maillard d'être avec nous, puisque vous êtes l'un des acteurs majeurs de la rénovation énergétique sur l'ensemble de l'urbain, et pas uniquement du logement. Vous êtes le PDG d'Elio, et comme il est tradition dans notre émission,
La première question vous sera posée par notre ami Olivier. Oui, merci en tout cas, bien sûr, Pierre Maillard, d'être présent. Alors plus que jamais, on a besoin de pédagogie, on a besoin de transparence, en fait, on a besoin de confiance. La rénovation énergétique, c'est pas qu'une question réglementaire, c'est à la fois réduire les dépenses d'énergie, c'est contribuer aux défis climatiques, c'est s'impliquer dans la transition et c'est valoriser son patrimoine immobilier. Le sien, bien sûr, mais aussi celui des autres et donc des générations futures. Tout d'abord, Elio, pour rappeler en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Mode d'emploi, Elio. Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Chez Elio, on accompagne tous les consommateurs d'énergie dans leur réduction de la consommation d'énergie. Et pas que financière, c'est vraiment, on va aller mesurer la consommation énergétique, on va aller auditer, analyser, suivre les consommations, puis préconiser des solutions, les deviser, ces solutions, aller chercher le maximum d'aides et subventions qui peuvent exister pour réduire le reste à charge, donc le coût final des travaux. Puis on va suivre les travaux dans le temps, puis on va s'engager sur une performance énergétique après travaux, et on va suivre cette consommation dans le temps, une fois les travaux achevés. Nous nous adressons à tous les consommateurs d'énergie, c'est-à-dire certes le particulier, mais aussi l'industriel, les collectivités, le tertiaire, les exploitations agricoles, les copropriétés, les bailleurs sociaux. Typiquement, quand on a 117 cours d'école qui vont être rendus à la nature, c'est votre job aussi de travailler là-dessus? Rendu à la nature, c'est... Non, mais quand je dis rendu à la nature, c'est de travailler sur la transformation environnementale? Absolument, c'est sur la valeur verte aussi. C'est de travailler sur... C'est l'adaptation d'un bien, pas forcément que d'un logement, c'est l'adaptation d'un bien. Monsieur le maire en a parlé, c'est bien de démolir et de reconstruire, mais c'est avant tout, il faut déjà regarder sur est-ce qu'on peut réhabiliter, comment faire cette transformation et la faire de la façon la plus vertueuse possible, la plus verte possible, et que c'est pas un gros mot. En fait, les projets peuvent être intéressants, et même d'un point de vue financier, pour ceux qui sont là à regarder uniquement dans un monde où la finance domine encore une partie de ce monde, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais c'est dans le sujet, c'est travailler sur la valeur verte. Et financièrement, oui, ça peut être intéressant. Et l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et l'impact qu'on peut avoir à moyen et long terme sur une ville, et comme Bordeaux, c'est important. Bordeaux ne fait pas partie des mauvais élèves en France, au contraire. Sur les F et sur les G, on est à 11% de logements qui sont F et G. Donc contre 16 et 17. 11% des logements F et G. Ça vous place parmi les meilleures villes classées sur le plan national. Ça place parmi les bonnes villes classées, et c'est dû tant au positionnement géographique, mais aussi aux efforts et aussi à la mentalité qui est mise en place. Et pourtant, c'est pas une ville dans laquelle c'est désagréable de vivre. Au contraire, donc avoir un logement qui est adapté, et monsieur le maire en a parlé un moment, on n'est pas que adapté au froid. En France, on parle toujours du froid et du chauffage. Mais il faut parler aussi de l'adaptation au réchauffement climatique et donc à la chaleur, et donc aux îlots de chaleur, et donc comment est-ce que je maîtrise aussi le sujet du refroidissement, tant dans les logements que dans les bâtiments collectifs. Ça peut être dans un gymnase, ça peut être dans une piscine, travailler sur la récupération de chaleur avec les industriels, avec les bailleurs, le chauffage collectif, les raccordements au réseau de chaleur. Tous ces sujets-là sont des sujets très techniques, très efficaces et très performants. Et quand on est face à une crise de l'énergie comme on a vécu il y a 3 ans, on s'est tous rendu compte que, en fait, le sujet de l'énergie, c'est pas qu'un sujet de politique. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que l'extrême gauche à l'extrême droite, maintenant, tout le monde est devenu un peu écolo. C'est-à-dire dans le sens, on met tous en avant la valeur verte. Mais c'est dans le bon sens, au contraire. Et c'est de dire, mais soyons très terre à terre, très concrets. Et on peut faire les choses bien en les analysant. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Donc, pour savoir de quoi on parle, il faut d'abord travailler donc l'analyse et le suivi et de savoir quelle consommation, comment est-ce que je consomme, où est-ce que je consomme et quand est-ce que je consomme. Alors, justement, et avant de rentrer dans le détail, notamment sur le parc de logements à Bordeaux, on va voir, vous avez mené là-dessus des études, c'est très intéressant, mais pour ceux qui se posent des questions, qui savent plus trop où est-ce qu'on en est, entre MaPrimeRénov', le DPE, la loi de finances pour 2025 prévoit des baisses de dépenses dans le secteur de la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui change? En chiffres, oui, il y a des baisses. Tout le monde fait un peu des efforts et la transition énergétique en fait partie. Il y a plus de 2 milliards qui ont été coupés dans les budgets. Mais cela ne veut pas dire que c'est en moins réellement. Je prends l'exemple de la MaPrimeRénov', vous en avez parlé. Oui. Tout le monde dit ça a baissé, c'est catastrophique. On est passé de 4,1 milliards budgétés à 2,3 milliards. C'est une catastrophe. Mais en réalité, non. En réalité, l'année dernière, on n'a même pas été capable d'aller consommer 2,7 milliards. Et là, on va parler de 2,3 milliards. Donc déjà, utilisons bien les budgets qui nous sont alloués, utilisons-les proprement et ayons des objectifs qui soient atteignables. On est passé à 100 000 rénovations d'ampleur en objectif. Donc là, je parle pour les maisons. Oui, on estime que c'est atteignable.
Avant, c'était 200 000 et 700 000. C'était des chiffres qui étaient mis avec des grands axes. Et c'est très bien d'avoir des objectifs et des chiffres, mais il faut qu'ils soient concrets aussi et réalistes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de communication. Et de dire on a baissé de 50% les aides à la rénovation énergétique, en fait, c'est faux. Réellement, on a assez de budget pour atteindre les objectifs. Donc c'est plutôt de bien se faire accompagner, de savoir de quoi on parle, trouver des professionnels qui soient éligibles, des matériaux qui soient éligibles, et surtout d'avoir des acteurs qui puissent s'engager sur la performance énergétique. Et vous avez parlé justement des sujets un peu de complaisance, de fraude, mais il faut des acteurs qui puissent s'engager. C'est un peu, hein. C'est massif. Hein. C'est massif, on aimerait bien avoir des millions, attendez, 1,7 million sur 8 millions. C'est 2 600 000, a priori, il y aurait le double, et c'est une étude dont, alors c'est pas nous qui l'avons poussée, c'est Valérie Létard qui a utilisé l'étude de Carénov, une société, qui a estimé à 1 300 000 DPE frauduleux, c'est même complaisance frauduleux, c'est la même chose, et qui en a parlé à l'Assemblée nationale, vous le savez, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 10 jours. Donc c'est un vrai sujet, vous êtes d'accord, hein? C'est un vrai sujet, la fraude, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir s'adresser à des acteurs qui sont sur le terrain et qui ont pignon sur rue et qui sont là sur le long terme et qui sont reconnus et qui ça c'est le b.a.-ba, et c'est le premier conseil qu'on donne à nos clients, peu importe si c'est des personnes morales, des personnes physiques, c'est de savoir à qui ils s'adressent et de pouvoir être accompagné. Et je reviens sur la partie aide. Il faut savoir, tout le monde dit, vous avez dit, nous sommes perdus. Qu'est-ce que ça change? En fait, il faut déjà savoir que tout le monde a le droit des aides. Et j'entends trop souvent des personnes qui nous disent, je suis toujours dans la petite case, j'ai pas le droit. Mais non, tout le monde a le droit. Une personne morale, une personne physique, une entreprise, une collectivité, tout le monde a le droit des aides. Donc, adressez-vous à des entreprises comme Elio, à des confrères, aux collectivités aussi qui ont mis en place des services et qui on peut s'adresser. Au niveau métropole. Au niveau de la métropole. Nous l'avons fait, heureusement. Vous abondez, et ça se cumule d'ailleurs aussi avec les aides nationales, hein, me semble-t-il. Oui. Okay. On accompagne aussi par exemple, les syndicats de l'énergie et de l'environnement de la Gironde, avec l'ensemble des communes qui sont adhérentes. On va suivre les consommations, on va préconiser des solutions et on va trouver des solutions avec eux. Et le but, c'est d'aller réduire les coûts. Ça donne du budget supplémentaire aux communes. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est aussi de l'efficacité, juste très logique et terre à terre, de dire attention. Là, on a remarqué que votre mode de consommation n'était pas adapté. Et qu'en réorganisant un petit peu le collège, l'établissement, le bâtiment, sans rien d'autre modifier, sans forcément lancer des gros travaux très coûteux, déjà vous pouvez réduire votre consommation d'énergie. La moyenne, on parle de 20%, c'est pas négligeable. Juste en analysant et en suivant et en préconisant. On va essayer d'entrer dans le concret. Alors, Olivier Marin. Quel est l'état des lieux, justement, du parc de logement à Bordeaux? Donc là, c'est F et G. Donc on a un peu plus de 160 000 logements sur la ville de Bordeaux. Et donc on a 11% qui sont en F et G aujourd'hui. Et on a... après, la déclinaison est assez... on a un peu plus de pourcentage dans les lettres C et D, ce qui est plutôt très positif pour une ville comme Bordeaux et la taille de Bordeaux. Le point est sur... Une fois qu'on a fait le diagnostic, comment accompagner? Et donc il faut que la filière de la rénovation énergétique soit en place pour répondre à cette demande de travaux. Et comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, il faut savoir ne pas aller trop vite aussi, il faut savoir de quoi on parle et lancer, trouver des partenaires qui soient qualifiés, qui soient éligibles, qui soient reconnus, qui aient les bonnes certifications, qui aient les bonnes qualifications pour justement éviter après ces DPE de complaisance qui peuvent arriver. Et on va arriver... ce que beaucoup de gens oublient, c'est de calculer la valeur verte lorsqu'on fait une rénovation énergétique. C'est, oui, on plafonne des loyers, on plafonne plein de choses, on oblige à des travaux de rénovation énergétique. Mais calculons aussi la valeur verte. C'est-à-dire, quand je vais céder mon logement, quelle valeur j'aurais gagné en ayant fait ces travaux de rénovation énergétique, en ayant changé mon système de chauffage, en ayant isolé. Ce que vous dites, quand vous parlez de valeur verte, très prosaïquement pour ceux qui nous écoutent, c'est la valeur de leur appartement, de leur bien. Une fois qu'ils font les travaux, absolument, s'il y a une pompe à chaleur, s'il y a des panneaux photovoltaïques, eh bien, votre appartement, mesdames et messieurs, votre maison, elle vaut 20% de plus. C'est très prosaïque. Si vous enlevez votre cuve à... D'ailleurs, le fioul, c'est interdit maintenant, on ne peut plus faire de fioul. Voilà, vous enlevez votre cuve à fioul, c'est possible, parce que parfois on n'est pas raccordé au réseau de chaleur. On peut très bien installer aujourd'hui des moyens énergétiques qui sont frugaux et intéressants pour les clients. Nous avons rénové une copropriété à Bordeaux, 45 logements. On est passé en chauffage collectif, au gaz. On a travaillé sur l'isolation intérieure. Et c'est très concret. On a gagné 38% de consommation d'énergie. Vous êtes d'accord, maire, quand on dit... 1 million d'euros, 500 000 euros de subvention. Quand on dit aux Français, dans votre poche, c'est d'abord 30 ou 40%, je ne sais pas exactement les chiffres, d'économie d'énergie. Et en plus, sur la valeur des biens, parce qu'en France, on aime la propriété, ça vaut plus cher. Vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr. Et puis il faut alors, en complément, il ne faut pas vous couper la parole, mais en complément un peu de ce que vous avez dit, hein, j'adhère totalement.
Je trouve ce qui est assez compliqué, c'est que les critères changent souvent et que pour lutter, vous employez une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour lutter contre, qu'on peut considérer des bâtiments qui sont des usines à gaz à effet de serre, mais on a monté de véritables usines à gaz. Absolument. Et là, c'est le citoyen qui parle. Vous pouvez le dire. Le citoyen parle. Si vous voulez Absolument. faire rénover, vous êtes confronté à cette bureaucratie délirante. Oui. Et je pense qu'il y a, Merci de le dire. il y a vraiment un souci de simplification des normes. Et de stabilité. Voilà. Et de stabilité des Et dispositifs. de stabilité, parce que tous les La fonds ne pérennité. sont pas utilisés comme vous l'avez fait bien sûr. observer. Bien sûr. Beaucoup de gens sont aussi Oui. dissuadés par la complexité. Bien sûr. de- Vous savez, c'est du très dossier. rassurant d'entendre un maire de très grande ville comme vous parler comme ça, je peux vous le dire, parce que je peux oui, vous dire que politiquement, Ouais. la notion de simplification dans votre métier, Pierre Maillard, c'est à moins de prescrire du Valium à tous vos collaborateurs tous les matins, je peux vous dire, non, parce qu'il y a un changement réglementaire à peu près tous les 8 jours, Ouais, ouais. c'est une galère totale. Absolument. L'instabilité, Bravo, hein. une Moi, je- instabilité. Moi, je dis que vous devriez être reconnu d'intérêt et d'utilité publique. Avec plaisir. Alors, justement, on transformera va la société voir, comme ça. puisqu'Elio, en fait, dans chaque ville de France, tous les mois, vous nous donnez des exemples concrets de travaux de rénovation énergétique pour des maisons, des appartements, des copropriétés. Et là, vous avez choisi donc 2 exemples concrets à Bordeaux. Premier exemple, donc une maison de 209 mètres carrés, ménage modeste, un système de chauffage au gaz. Quels sont les travaux que vous avez réalisés concrètement et Des quels vrais dossiers, quels sont les on vous le gains dit. obtenus? Alors, sur cette Voilà. maison de 209 mètres carrés à Bordeaux. Alors, par exemple, c'est un exemple type où on va faire une rénovation d'ampleur. Donc, on va analyser d'abord la maison, on va l'auditer entièrement, l'auditer techniquement, j'entends, en travaillant sur le bâti lui-même, en travaillant sur le système de chauffage, est-ce qu'il y a un réseau d'eau chaude dans la maison. Et puis, nous allons essayer de trouver des solutions donc, avec les équipes techniques en disant, bah oui, là, il faudrait faire une isolation technique une isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur. On va analyser ça directement avec les professionnels du bâtiment après pour aller deviser l'ensemble des coûts des travaux. On va travailler sur le système de chauffage et on va travailler aussi sur est-ce que la maison ou le terrain a une capacité de production d'énergie. Donc, est-ce qu'on a la capacité d'installer des panneaux solaires ou autres, je fais un petit parallèle, mais dans l'industrie ou dans les bâtiments collectifs, on va travailler sur la récupération de chaleur. La géothermie, ce qu'on appelle la géothermie. géothermie. Ouais. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent exister pour récupérer de l'énergie et la remettre dans un système de chauffage pour aller chauffer des bureaux ou d'autres bâtiments. Donc on a travaillé là-dessus avec le ménage, on l'accompagne. Le point important, c'est que aujourd'hui, on croit trop qu'un ménage peut tout faire. C'est-à-dire qu'on demande un ménage d'être à la fois architecte, designer, entreprise de travaux, expert financier, banquier, etc. Mais c'est des métiers différents. Et ce sont des expertises différentes. Donc, et pour ça, il faut s'adosser à des experts de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique. Financièrement, donc combien de travaux et quels sont 30 les 000 obtenus? 30 000 euros de travaux, donc 29 000 euros d'aide. 30 000 euros de travaux, 29 000 euros d'aide. Alors pour être précis, c'est 29 999. En fait, la rénovation, elle a coûté un 1 euro. à charge zéro Ça fait 1 euro. Voilà, c'est la reste à charge. Mais ça, c'est grâce à des dispositifs d'aide Bien sûr. qu'on va aller chercher et qu'on va les optimiser au maximum pour donner le maximum de budget aux ménages. Alors, je voudrais qu'on soit bien concret, Pierre Maillard. Donc là, on a des personnes qui ont une maison, propriétaires. Ils ont fait 30 000 euros de travaux, ils ont eu 29 000 euros de... Ça veut dire que leurs conditions de revenus leur permettaient d'avoir ces aides? Absolument, c'est que... Parce qu'il faut rappeler que pour avoir des aides, il y a des codes couleurs Ouais. entre les très riches, les moins riches et les foyers modestes. Là, ce que vous me dites, vous parlez d'un foyer plutôt modeste. Là. Plutôt Là, même vous- précaire. Hein, Alors, ouais. On va rejoindre ce Non, mais- qu'a dit non, M. mais Francky juste c'est avant. important pour On est ceux dans la qui- complexité, non, mais- c'est-à-dire que vous avez différents systèmes C'est d'aide important de aujourd'hui. rappeler à ceux qui nous écoutent que la notion d'aide, elle n'est pas universelle pour tout le monde et notamment ceux qui ont les moyens. Et il est normal que ceux qui ont les moyens payent plus pour ceux qui en ont beaucoup moins. Et le Absolument. système est très bien fait. Je voudrais insister là-dessus puisqu'il y a des codes couleurs qui permettent vraiment d'aider les foyers modestes qui sont les plus touchés par la précarité énergétique. Je voudrais juste Là où l'urgence à transformer un logement est prioritaire. Et aujourd'hui, c'est 3/4 des aides qui sont au bénéfice des ménages modestes et très modestes en France. Donc, Ah, c'est bien. ça, le système fonctionne là-dessus. Et le deuxième exemple, alors c'est une rénovation toujours globale. Là, c'est un bâtiment de 45 logements, chauffage collectif au gaz. Alors concrètement. Combien de travaux? 1 million d'euros de travaux, Ah oui, on a quand même. cherché à peu près 500 000 euros d'aide subvention. Donc c'est de la subvention, c'est pas des solutions de financement qui vont être remboursées plus tard. C'est vraiment de la subvention, donc ça vient réduire, donc il reste plus que la moitié au coût des travaux pour une performance énergétique de l'ordre d'un peu plus de 35%. Donc on a un retour sur investissement juste sur ça. On a un retour sur investissement de 6 à 7 ans.
Donc ça montre juste l'intérêt réel à le faire pour la copropriété, avec un chauffage collectif qui a été mis en place sur ce cas concret-là. Et je trouve qu'on parle quand même beaucoup de logements, mais il faut aussi parler des logements, des bâtiments communaux, de ce qui était fait sur la ville, de l'éclairage public, du passage au LED. Ce sont plein de choses, on se rend pas forcément compte quand on connaît pas le cœur du sujet, mais réellement, passer une rue en LED, on va réduire la consommation énergétique de l'ordre de 3/4, de 75%, et avec un fonctionnement intelligent. Oui, on le voit d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de souplesse. Alors, le temps nous est compté, mais on voudrait justement. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que moi je retiens deux choses. Je retiens qu'on a un système qui est très bien construit et qui s'adresse aussi aux foyers les plus modestes, qui sont les premiers ciblés par la précarité énergétique. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Je vois que les collectivités locales, à travers les ALEC locales notamment, les départements, les régions, se mobilisent. Elles bien sont évidemment importantes à Bordeaux. C'est bien de le dire. Elles abondent dans le sens, je n'ai pas les chiffres en tête pour vous donner précision, mais on abonde les aides nationales au niveau métropolitain pour aider précisément. Comme pour le prêt à taux zéro, il y a un prêt, c'est ça. Des aides complémentaires. Voilà, sous nos critères. Et voilà, on essaie de... Ce qui est superbe financièrement, mais ce qui du coup rajoute une petite couche de complexité de temps en temps. Donc il faut trouver aussi des acteurs qui puissent gérer l'aide européenne, l'aide nationale, l'aide locale, l'aide régionale, l'aide départementale. C'est à ça que servent les assistants, la maîtrise d'ouvrage financier. C'est votre métier. En plus de guichet unique, vous arrivez à votre dossier, ça passe ou ça passe pas. Voilà, vous êtes un facilitateur pour ça, c'est pour ça que vous êtes... C'est notre rôle en tout cas, et je le dis souvent aux collaborateurs, notre rôle c'est aussi d'informer d'un droit à. Bien sûr. Voilà, nos clients ont droit à des aides. Bien sûr. Allons chercher le maximum pour eux. Merci Pierre Maillard. Merci Applaudissements beaucoup pour Pierre Maillard. Merci. C'est un sujet extrêmement important puisque ça nous concerne tous et la précarité énergétique est aussi générateur de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, cardio-respiratoires, les problématiques de remontée capillaire par exemple qui sont parfois très délétères pour la santé. Donc c'est un vrai sujet auquel tout le monde est sensible. Je vous propose que nous passions à notre prochaine séquence, la vie ensemble. Moi j'adore le titre, c'est la vie ensemble, avec nos amis de Nexity pour parler de la construction. Et Dieu sait que le monde de la construction de logements neufs dans notre pays, c'est une grosse galère depuis quelque temps. Trouver des leviers de croissance, s'adapter, comme vous le disiez très justement, Monsieur le maire, ça va être l'objectif de discuter avec Chloé Martinelli, qu'on va recevoir dans quelques instants. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Et bien voilà le retour à Bordeaux pour la 44e étape des clés de la ville, accompagné d'Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Ça va Olivier? Très bien. Voilà, il a la pêche Olivier. Accompagné bien évidemment de l'hôte de ces lieux, c'est Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Merci Pierre Urmic de nous accueillir. Bonjour Chloé Martinelli. Bonjour à tous. Directrice régionale Sud-Ouest chez Nexity. Merci d'être avec nous. On va être très prosaïque. On a dit qu'on irait directement au concret. Le marché immobilier neuf à Bordeaux, il est plutôt tendu, voire même bloqué. Alors, il est très tendu, mais je pense que c'est quand même une caractéristique qui n'est pas propre qu'à Bordeaux. Ceci étant, effectivement, on constate une baisse des ventes de 70% depuis 2019 et une baisse de presque 50% des autorisations de construire qui font effectivement état d'un marché sinistré. Mais on sent des frémissements en ce début d'année. Et la mairie de Bordeaux et la mairie de Monsieur le maire nous accompagnent et est restée accompagnante pour la construction de logements, en intégrant évidemment les prérogatives qui sont celles de Monsieur le maire et celles de toutes ses équipes, et nous tâchons de faire front et de continuer de proposer des logements, des produits qui correspondent aux attentes des habitants de la ville et des futurs habitants de la ville, puisque Bordeaux attire, on vous l'avait dit tout à l'heure, et on constate quand même une croissance démographique très positive. Donc il va falloir accompagner. Le logement neuf, ça marche toujours aussi bien. Il y a une demande. En même temps, on sait qu'on a besoin des maires, des maires qu'on appelle les maires bâtisseurs. Oui. C'est pas un gros mot de dire qu'on est maire bâtisseur. C'est la noblesse de loger ses administrés. On parle pas de maire bétonneur au sens négatif. À ne pas confondre. C'est la nuance. À ne pas confondre. Et d'ailleurs, Monsieur le maire, vous avez été, puisque vous avez une orientation écologique, vous avez été plutôt assez bon politiquement pour bien faire cette distinction. Et je sais que vous nouez des alliances objectives de bonne qualité avec les promoteurs régionaux. C'est votre cas, Chloé. J'ai envie de vous poser la question.
à combien on se loge en logement neuf? Quel est le prix moyen du mètre carré? Alors, il y a quand même toujours une distinction entre la rive droite et la rive gauche. À Bordeaux, c'est historique, ça demeure. Donc, 5 150 € du mètre carré sur la rive gauche, en moyenne, et 4 800 sur la rive droite. Voilà. Ah, quand même, c'est pas... Voilà. Et non, effectivement, c'est un des enjeux. Le logement à Bordeaux. Parisien, mais c'est difficile d'endiguer la hausse des prix. Parce que vous faites face à une hausse du foncier qui est quand même compliquée. Tout à fait. Et vous avez un coût de matériaux qui est aussi auquel vous ne pouvez pas vous soustraire également. Ça explique les prix? Ça explique les prix, ça explique la crise à laquelle on fait face, et ça explique aussi que les villes où on trouve des solutions sont des villes qui sont accompagnantes sur le sujet du prix du foncier. Bien sûr. Et ça a été le cas à Bordeaux, notamment sur l'opération du Belvédère que le maire a eu la gentillesse d'inaugurer à nos côtés en novembre dernier, où effectivement l'aménageur, sous l'impulsion aussi de la ville, a fait des concessions sur le prix du foncier notamment pour permettre l'aboutissement de ce projet dans des conditions de qualité d'usage, de qualité environnementale qui correspondent aux attentes à la fois des utilisateurs, mais aussi de la ville et de l'aménageur. Est-ce que vous pensez que la baisse des taux d'intérêt et le fait que le prêt à taux zéro soit étendu sur l'ensemble du territoire pour le neuf, est-ce que ça va rebooster un petit peu vos opérations ? Ça va nécessairement être le cas, et c'était un credo qu'on avait déjà saisi, puisque notre dernière campagne nationale, elle portait justement sur un prêt à taux zéro maison Nexity qui encourageait en fait le retour à l'achat pour les primo-accédants et pour les accédants en résidence principale. Donc c'est une très bonne nouvelle en ce début d'année que ce soit confirmé et étendu sur les territoires, et ça fait l'objet d'une seconde campagne nationale avec un partenariat effectivement bancaire pour venir conforter ce matelas pour les accédants de demain et resolvabiliser en fait nos clients. Voilà. Bien sûr. Monsieur le maire, les prix de l'immobilier neuf sont quand même très élevés. Oui. Vous le savez, puisque je reprenais vos propos tout à l'heure, dans lequel effectivement avec la loi ZAN et l'artificialisation des sols, c'est compliqué d'étendre au niveau urbain. On sait que les promoteurs, vous vous êtes adaptés puisque vous faites de la surélévation, vous faites de la densité. Quelle est votre position justement avec ces prix auxquels finalement les promoteurs sont un peu coincés? Il y en a même qui travaillent avec des marges quasi nulles pour pouvoir sortir des produits de qualité. D'abord, par rapport à votre diagnostic, je considère que le zéro artificialisation n'est aucunement responsable de l'augmentation du coût du foncier, dans la mesure où on continue à construire, mais on continue à construire sur des sols qui sont déjà imperméabilisés, donc ça n'a pas eu d'incident. Par contre, ce qui a une incidence énorme, c'est le coût du foncier en ville. C'est vrai que je crois que dans le prix d'un programme immobilier, le coût du foncier dans une ville comme Bordeaux, c'est environ à peu près 30%. Un peu plus en ce moment, voilà, mais oui, c'est ça, exactement. Un peu plus, donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'absolument considérable. Et ces dernières années, on assistait un peu à une course à l'échalote entre les propriétaires privés qui profitaient de la concurrence de la surenchère, promoteurs pour faire du surenchère et pour arriver à des prix extravagants. C'est même spéculatif, on peut le dire. Oui, voilà, c'était extravagant, si bien qu'après, on a tendance à penser que c'était sur la qualité du logement qu'était récupéré le prix. D'où le label du bâtiment frugal bordelais que nous avons monté avec les professionnels de l'immobilier. Lancé, apparemment, vous l'avez affiné. Oui, alors on a lancé une première mouture, on l'a vu en coproduction avec les professionnels, les promoteurs, des architectes, et il s'est avéré que cette première mouture était peut-être par trop contraignante, et nous l'avons fait évoluer. Nous en sommes à la version 2, qui est sortie l'an dernier, qui fait qu'elle est beaucoup plus abordable, et que nous commençons à voir sortir des bâtiments qui sont labellisés bâtiments frugal bordelais. Et je vois aussi que d'autres villes nous demandent notre label pour dupliquer ça sur leur territoire communal. Donc c'est une satisfaction de penser qu'il a été pensé, inventé et co-construit à Bordeaux. Alors ça impose à faire des bâtiments qui sont plus traversants, multi-orientés, avec des matériaux biosourcés, avec des espaces extérieurs généreux d'environ 20%, avec des îlots de fraîcheur autour des immeubles, etc. Donc tout ça, je pense, va dans le sens aussi de la construction de demain. C'est pas simplement pour le plaisir d'imposer un label. Donc ça, je pense que ça contribue à doter Bordeaux d'un habitat de qualité. Ça permet de donner une feuille de route à vos partenaires promoteurs qui ont besoin de travailler aussi, puisque vous le savez,
cette profession a beaucoup souffert. J'insiste sur le fait que c'est une coproduction. Effectivement, le nouveau manifeste du bâtiment frugal bordelais, il a été construit avec l'ensemble des promoteurs. Et autant la première version, elle était très théorique. Il y a eu un vrai retour d'expérience sur les premiers dossiers. Que vous avez que l'ensemble des critères qui étaient trop exigeants peut-être. En fait, avec beaucoup d'empilement de critères qui n'étaient pas forcément cohérents entre eux. Mais c'était normal, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une première mouture. Exactement. Il faut expérimenter. Avec le retour d'expérience, vous l'avez adapté. Rapide, un retour d'expérience très rapide. On l'a rapidement fait évoluer. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet. Vous êtes installé Nexity depuis assez longtemps sur le territoire, depuis plus de 20 ans. Et je voudrais juste, pour donner une illustration, on aime bien donner des points concrets. Le quartier du Belvédère, avec la deuxième tranche, illustre assez bien la conception multi-usage sur laquelle vous travaillez. Alors, avant même de parler effectivement de la deuxième tranche, il y a une subtilité. Il y a eu cette première tranche qu'on a inaugurée. Et puis, dans cette première tranche, il reste quand même un endroit en particulier qui n'avait pas été bâti, et où on a co-construit avec la mairie un projet qui s'est adapté en fait à la situation dans laquelle on était. Donc on a su adapter la programmation, adapter la physionomie du projet pour qu'elle intègre tous ces paramètres-là. Donc effectivement, on a parlé de la tension sur la location, sur les prix au mètre carré, mais il y a aussi une tension sur l'hébergement étudiant à Bordeaux, qui est une réalité. Donc on a transformé considérablement le projet et l'objet pour en arriver à un dépôt de permis en fin d'année dernière qui intègre une résidence étudiante libre, mais également une résidence étudiante sociale, de la mixité d'usage en hauteur. Là, encore une fois, on est en R+12, donc il n'y a pas de surconsommation de foncier. Il y a une vraie mixité des usages avec une crèche et des commerces à rez-de-chaussée. Il y a du logement, avec effectivement 35% de logement social, 5% d'accession sociale, du logement encadré. Et tout ça, on a adapté cette physionomie du Belvédère qui avait finalement... il était un peu daté, quelque part, en intégrant un cœur d'îlot qu'on a agrandi. Je rejoins sur les cours d'école, ce cœur d'îlot, il sera ouvert sur le quartier. Donc tout le monde va pouvoir bénéficier de cet îlot de fraîcheur, et c'est un vrai enjeu pour nous tous, puisque c'est quand même un changement aussi de paradigme pour les promoteurs que d'ouvrir les cœurs d'îlot. Donc il y a un vrai travail pédagogique. Pour faire un petit clin d'œil à Monsieur le maire, il y a aussi des nichoirs pour les chauves-souris. D'ailleurs, il y en a déjà sur nos bureaux dans le quartier du Belvédère. Non, c'est pas dans le label, mais c'est effectivement un sujet. Attendez, les moustiques à Bordeaux. Ça peut faire sourire, sauf à celles et ceux qui se tapent les moustiques l'été. Je peux vous dire que on est très heureux de les voir, les chauves-souris, parce que je peux vous dire que c'est une... Voilà. Ah ben oui. C'est un vrai sujet. Relancer une zone marécageuse, c'est un sujet. Des chauves-souris en ville. Non, mais c'est très utile. Oui, vous vouliez commenter. Oui, je voulais juste parler d'un outil dont on n'a pas encore parlé, qui est un outil antispéculatif, c'est le bail réel solidaire. Oui, il y en a le dans bail réel solidaire, quand je dis que le prix du foncier, c'est plus de 30% du coût de la construction dans une ville comme Bordeaux, là, c'est un dispositif qui fait en sorte que vous pouvez être propriétaire de votre logement sans être propriétaire du sous-sol. C'est-à-dire que le sol appartient à un organisme, souvent c'est des organismes de logement social ou des coopératifs. Vous êtes propriétaire de votre logement que vous construisez, vous économisez déjà plus de 30% sur le coût de la construction dans le logement neuf, et c'est immense. Et je peux vous dire qu'à Bordeaux, on est très, très volontaire pour développer le plus possible ces baux réels solidaires. En plus, c'est un outil anti-spéculatif. C'est-à-dire que quand vous revendez, vous n'allez pas faire la super affaire, dire « Ah, mais moi, j'ai pas payé cher ». Non. Quand vous revendez, vous êtes obligé d'appeler à l'acte de vente le propriétaire du sol, naturellement, et qui veille faire en sorte que le prix de vente ne dépasse pas ça marche d'ailleurs assez bien sur l'ensemble du territoire. Et puis c'est anti-spéculatif. Bien sûr. Non seulement pour ce logement, mais globalement sur la ville, ça montre que on n'est pas condamné à avoir explosé le prix de la construction neuve dans une ville comme Bordeaux. Il y a deux messages que je voudrais qu'on fasse passer, puisqu'encore une fois on est rattrapé par le temps. C'est que vous vous êtes vraiment adapté chez Nexity, puisque vous travaillez sur la régénération urbaine. Vous êtes véritablement sur cette organisation, et d'ailleurs les premières opérations, les opérations sont assez nombreuses, c'est une vraie réussite. Et je voudrais aussi qu'on parle de l'opération intéressante, notamment organique. Oui, voilà. J'aimerais que vous en parliez. Et puis je voulais absolument ne pas louper l'occasion, puisque on est aussi des acteurs de la vie, des acteurs de la société. C'est ce que vous faites pour l'hébergement solidaire.
une vraie action, qui est une action sans profit. Je vois vraiment le dire, parce que d'ailleurs vous avez chez vous Nexity une division qui s'appelle Nexity Non-Profit. Donc il n'y a pas de profit, Monsieur le Maire, sur des opérations, une opération majeure notamment pour des personnes, des femmes notamment qui sont fragilisées et qui sont en grande situation de détresse, notamment de violences conjugales aggravées. Effectivement, on tâche aussi d'être partenaire des collectivités, y compris sur des sujets qui sont compliqués, mais qui restent des sujets d'actualité, notamment dans une métropole importante. Et les publics fragilisés sont un sujet prégnant, je pense, pour vous, collectivités, et pour nous, maîtres d'ouvrage. Donc là, on s'est positionné en maître d'ouvrage, mais surtout en porteur de projet. Et c'est de la régénération urbaine, puisqu'on a créé de toutes pièces sur un espace boisé classé. Donc on a préservé l'entièreté de la verdure de l'îlot, un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences et surtout pour femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, qu'on porte avec le département. Donc c'est de la réhabilitation, un bâtiment existant avec une surélévation pour venir accueillir 38 logements qui sont effectivement à destination de ce public fragilisé et qui malgré tout est une réalité quand même du moment, puisque l'actualité de la métropole bordelaise a été frappée quand même à nouveau par un féminicide à ce nom récemment. Donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été bâti avec le département pour trouver une association qui s'appelle Alt 33, et ainsi le département pourra avoir à sa main la mise à l'abri de ces publics fragilisés, et notamment avec une aide qu'il perçoit en tant que chef de file de la protection de l'enfance. Voilà, d'où le sujet des femmes enceintes et des mères isolées, qui sont un public tout à fait qui nécessite un besoin d'encadrement et d'accompagnement pour une réinsertion sociale et économique dans la ville, et qu'on tâche d'accompagner. Voilà, le Nexity, c'est effectivement la vie ensemble, mais c'est aussi le logement pour tous. C'est la vie ensemble, c'est la vie aussi qui permet à tout le monde de trouver sa trace, son identité dans la société. Je voudrais qu'on mentionne également la maison de Marthe et Marie au Bouscat, qui sont vraiment des acteurs du territoire, ce sont des acteurs associatifs dont on a bien besoin dans notre pays. Oui, effectivement, la Fondation Nexity, elle accompagne également des associations sur le territoire. Là, c'est une association qui n'était pas implantée dans le Sud-Ouest, et pour accompagner cette volonté d'accueillir et de prendre en considération ce public fragile des femmes, on a souhaité accompagner le déploiement de cette association Marthe et Marie sur la région Sud-Ouest, en lui donnant un financement pour l'acquisition d'un bien qui permettra, là encore, d'héberger des femmes en situation fragile et de les accompagner dans la réinsertion économique. Merci beaucoup, Chloé Martinelli. Applaudissements pour Chloé Martinelli. Et merci pour ce que vous faites. C'est vrai que les acteurs économiques sont importants. Vous êtes l'illustration, et un clin d'œil d'ailleurs à votre présidente Véronique Bédag, qui entraîne ce New Nexity avec véritablement de tenir compte de ces effets contemporains. Merci pour ce que vous faites. Restez avec nous sur le plateau. On va accueillir maintenant, pour conclure cette 6e étape de l'année 2024 et 2025, on va accueillir Maître de Trieux, notaire à La Réole. On va la recevoir dans quelques instants pour parler justement des prix de l'ancien, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, et c'est assez intéressant justement d'analyser un peu plus profondément le marché. Et ensuite, pour ceux qui sont présents ici sur le plateau, on vous attendra pour le verre de l'amitié. À tout de suite. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau, ici à Bordeaux. On est très heureux. Et si je vous dis qu'il fait chaud, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, il fait chaud, il fait très beau. On est très heureux d'être ici. Bref, la France entière, venez à Bordeaux. Voilà. On va trouver justement de très beaux logements, notamment dans l'ancien. Bonjour, Maître Delphine Détrieux. Bonjour, merci pour cet accueil. Merci. Vous êtes de La Réole ? Alors, je suis bordelaise. À La Réole, il y a toujours ce marché extraordinaire. Absolument. Tous les samedis matins. Je crois que c'est un des plus beaux marchés d'Europe. C'est un très beau marché. Ouais, c'est magnifique. Voilà, je serai avec vous cet été. Voilà, je suis parce avec que plaisir. On a une maison pas très loin. Comme c'est l'usage, parce que c'est du bâti ancien, notre ami Olivier Marin vous posera la première question. Oui, alors merci en tout cas, Maître, d'être présente ici. Alors avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de ce marché de l'immobilier ancien à Bordeaux, aussi les perspectives et peut-être des quartiers porteurs.
C'est vrai qu'en tout cas, pendant de longues années, comme à Paris, il y a eu des hausses de prix hallucinantes. À Bordeaux, ça a évolué d'année en année. D'ailleurs, Bordeaux était toujours en tête des palmarès des villes où investir. On peut en témoigner au Figaro. Attractivité, arrivée en masse des franciliens, des prix de l'immobilier qui ont flambé. Puis, depuis la période post-Covid, des baisses de prix. Bordeaux était peut-être monté trop vite. En tout cas, depuis peu, c'est une relative baisse des prix. 4 200 € par mètre carré, ça c'est le prix médian d'un appartement ancien à Bordeaux, ce qui correspond à une baisse des prix de 8% quand même sur un an. Comment l'expliquez-vous et est-ce un retour à la raison ? Alors, je n'ai pas toutes les réponses à ces explications. En tout cas, je n'ai pas les explications claires sur cette baisse. Simplement, Bordeaux, en 2023, on avait déjà subi une baisse de volume du niveau de transaction et on avait été un petit peu à l'abri en 2023 sur la baisse des prix. 2024, les prix ont effectivement diminué. Certains secteurs ont énormément diminué, moins 25%. Alors, lesquels, par exemple ? Je pense particulièrement au quartier de la Gare, mais qui avait effectivement, sur les 5 dernières années, même depuis 10 ans, parce que certains avaient anticipé l'arrivée de la LGV, donc c'était des quartiers qui avaient profité de cette notamment dynamique. Les investisseurs qui ont été plutôt, Absolument. Qui ont le nez très creux d'acheter autour. Hein. Absolument. À l'époque, les prix étaient très bas. C'est ça. Voilà. C'est un quartier, par exemple, qui a perdu presque 25%, sur une année. Absolument. Ouais. Et que ce soit sur les maisons ou sur les appartements. Et du coup, ça redevient intéressant de venir investir sur le quartier Gare quand on voit la proximité à 2 heures de Paris. Absolument. Et puis en plus, j'imagine qu'au niveau du département, il y aura des mobilités qui vont être mises en place dans les prochaines années, qui vont sans doute aussi dynamiser ce quartier. Alors, les spécificités, pour ceux qui ne connaissent pas, du marché immobilier à Bordeaux. Le marché immobilier à Bordeaux, il y a le côté investisseur, bailleur privé, et la question de la résidence principale. La résidence principale, il y a toujours beaucoup d'attractivité sur des quartiers résidentiels. Je pense à Codéran, je pense à Saint-Augustin, et les proches barrières, donc un petit peu extérieur centre-ville, sont des secteurs qui, on a connu quand même une baisse de prix, mais assez limitée sur l'année 2024. Le centre-ville, un petit peu aussi, c'est maintenu. Et on a des quartiers comme Bacalan, comme effectivement le quartier de la Gare, qui ont un petit peu décroché, y compris également les Chartrons. Voilà. Est-ce que vous avez constaté, est-ce qu'on voit un petit peu dans les différentes villes que depuis, on va dire, la rentrée du mois de septembre dernier, la combinaison, en fait, baisse des prix, baisse des taux d'intérêt, est-ce que ça a reboosté un petit peu le marché immobilier à Bordeaux ? Alors globalement, pour être assez général, l'instabilité gouvernementale qu'on subit un petit peu depuis un an, clairement est extrêmement impactant sur le marché immobilier. Alors girondin, ça c'est sûr. National, j'en sais rien, mais c'est extrêmement impactant. En fait, depuis que je suis présidente de chambre, il y a un indice que je ne regardais absolument pas jusqu'à maintenant, mais que je regarde, qui est l'indice de confiance des ménages. Je trouve que c'est un indice qui est extrêmement révélateur de l'activité économique. En tout cas immobilière. Voilà, surtout dans l'ensemble. On a besoin de confiance, de visibilité. Absolument. C'est le premier critère, si on devait même définir le premier critère, la confiance, d'ailleurs dans le monde de la finance et de l'économie en général. Dès qu'on envoie un signal politique, et d'ailleurs c'est là qu'on voit que tout est politique, quand on envoie le signal, la confiance se restaure et du coup, on l'a bien vu entre la fin d'année, dissolution, motion de censure et blocage, parce que ça repartait un peu et d'un seul coup. Alors maintenant qu'il y a un gouvernement en place, est-ce que vous ressentez un peu de confiance ? Alors on a un petit peu de frémissement, j'ai entendu le dire par mes précédents intervenants. Effectivement, oui, on subit un petit frémissement là depuis quelques semaines, à voir si ça sera maintenu. Je crains, je suis sur Bordeaux, donc j'exerce en Gironde. Il y a l'opportunité maintenant pour les conseils départementaux de pouvoir voter cette hausse de 0,5% sur les droits d'enregistrement. J'espère que ça ne viendra pas, encore une fois, peut-être ralentir, en tout cas freiner les investissements. Mais vous voyez quand même des indicateurs de remontée des mutations, justement, avec vos collègues. Oui, on voit que les personnes réinvestissent. Pourquoi nécessairement? Parce qu'il y a les taux qui se maintiennent à la baisse. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très important, notamment pour les primo-accédants qui, j'avoue, et c'est ma principale crainte aujourd'hui, c'est de priver toute une génération de primo-accédants. Il y a quelqu'un qui va payer le cocktail tout à l'heure. Qu'on empêche toute une génération à devenir propriétaire de leur logement. C'est ce que je crains. Alors, vous le disiez, acquisition immobilière, donc augmentation à partir du 1er avril prochain jusqu'au 31 mars 2028 du droit
mutation à titre onéreux, ce que certains appellent les frais de notaire. Oui. Donc pour les collectivités en tout cas qui le souhaitent, les départements qui le souhaitent, on sait qu'à Paris, il y a une hausse qui va passer, on va passer de 4 à 5%, et concrètement, pour un bien de 300 000 euros, ce sera des frais de 1 500 euros supplémentaires. Du côté de Bordeaux, il va se passer quelque chose ou pas? C'est le conseil départemental. Voilà, Alors comment vous sentez les choses? Votre avis peut-être, Pierre Urmic, sur la question? Par rapport à ça, mais je vois que les conseils départementaux sont en crise, qu'ils ont besoin de disposer de fonds supplémentaires. L'État se désengageant, ce que personnellement je déplore, essaie de faire les poches un peu des acquéreurs. Donc c'est un peu comme ça, la gymnastique, c'est un peu ça. Là, on va faire les poches des acquéreurs, mais en même temps, je me mets à la place des départements qui vont arriver cette manne supplémentaire dont ils avaient bien besoin. Voilà, ça rejoint un peu les injonctions contradictoires que j'évoquais tout à l'heure. Mais je pense que globalement, c'est quand même plutôt une disposition pour les départements. D'ailleurs, ça a été c'est à la demande des maires et des collectivités locales que ça a été fait, parce qu'on a un effondrement des dotations dans certaines régions à cause des baisses de droits de mutation. 485 000 euros, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Bordeaux, c'est moins 9% au niveau des prix sur un an. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché de la maison à Bordeaux? Alors, c'est moins 9% sur un an, mais ça reste du moins 1, moins 2% sur 5 ans. On a Bordeaux a connu une embellie immobilière extraordinaire, avec une notion de spéculation sans doute, mais le post-Covid, un cadre de vie, il fait très bon vivre à Bordeaux, et ça, je suis la première à le dire. Donc, on n'est pas les seuls à vouloir habiter cette ville. Donc, c'est évident. C'est une ville où le candidat à l'acquisition aujourd'hui a en moyenne une quarantaine d'années. C'est dû aussi principalement au pouvoir d'achat. Clairement, on va pas se mentir. Acheter une maison aujourd'hui à Bordeaux, c'est quand même un budget où on a des candidats à l'acquisition qui ont une quarantaine d'années et qui sont pour la moyenne cadre supérieur pour avoir suffisamment de revenus pour pouvoir financer ces acquisitions. Donc c'est un marché qui se porte globalement bien, puisque c'est des candidats à l'acquisition qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc c'est un marché quand même qui se tient et qui se gentrifie par nature. Oui, parce qu'effectivement, ceux qui ont les moyens, ils préfèrent vivre ensemble, c'est sûr. Oui, mais il y a quand même une mixité, on l'a vu précédemment. Non, mais c'est le phénomène de gentrification urbaine, Pierre Urmic, c'est un vrai sujet de société. Oui. C'est comment on arrive à équilibrer la mixité sociale, la mixité des populations, pour éviter justement les gated communities. Je sais pas, qui se sont développées de façon incroyable. Pour ceux qui connaissent pas les gated communities, ce sont des personnes qui ont des moyens et qui s'enferment dans des lieux fermés, avec des vigiles, une organisation un peu à l'américaine. Il y en avait une dizaine dans les années 90. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 en France. Ouais. On voit bien que c'est un phénomène qui se développe. Ça va pas être simple quand on travaille sur cette notion de mixité, monsieur le maire. Oui, moi je pense que c'est le vrai défi. C'est la mixité. Ça passe aussi par davantage de logement social dans nos villes. Pour ça, je dis que nous mettions un peu. Et puis du logement social en cœur de ville, surtout. Oui, du logement social en centre-ville, dans les grandes opérations, mais aussi dans le diffus. Dès qu'il y a des petites opérations, nous faisons en sorte qu'il y ait de. Et puis, comme vous savez, une politique immobilière, c'est une politique aussi qui profite d'abord aux habitants. Je me souviens que votre journal, ou en tout cas, ça a été votre journal qui s'appelle Le Figaro Magazine, il y a quelques années. Et Radio Imo, parce qu'on est deux médias. Il y a quelques années. On est moins connu que Le Figaro, mais on existe quand même. Il y a, je crois, une dizaine d'années, Le Figaro Immobilier avait titré à la une, première page, c'était l'aile de Bordeaux, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. On a vu ce que ça donnait, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. Moi, je préfère qu'on fasse l'Eldorado des habitants. À un moment donné, on dit, c'est pas qu'un outil spéculatif de loger les gens. Alors certes, il faut encourager l'acquisition, mais il faut d'abord penser, il faut que l'offre corresponde à la demande. Et quand c'est qu'un outil spéculatif, quand vous répondez à des lois Pinet, enfin, c'est pas forcément, d'abord ça coûte très cher. Ces lois Pinet, ces produits de défiscalisation coûtent aussi cher à l'État que le logement social. Donc ça a coûté très cher à l'État et ça a donné une politique de logement qui ne correspondait pas forcément à l'état de la demande. Donc moi je suis content de voir qu'on revient un peu à une politique peut-être plus raisonnable et à des prix qui sont un peu plus abordables que ce qu'on a pu connaître. Nous on disait des prix parisiens, je veux pas être avec vous, mais vous arriviez en TGV et effectivement Bordeaux était moins cher que Paris et vous avez ainsi contribué à l'augmentation des prix. Mais je pense que vous êtes tous arrivés là maintenant. Il y a même une association de Bordelais parisien. 8% de Français. C'était donc, je pense qu'on arrive maintenant à une politique un peu plus raisonnable, et ça va se stabiliser. On a environ 6%
10% encore de Franciliens qui viennent quand même oui, régulièrement. mais heureusement, moi je défends pas la ville forteresse. Heureusement qu'on a des Parisiens qui viennent. Dernière question. Juste avant de voir vos conseils pratiques, comme on le fait dans chaque ville-État, peut-être des quartiers porteurs ou des quartiers en devenir quand on est investisseur. Tous les quartiers de Bordeaux se sont globalement bien développés depuis une dizaine d'années. Donc je pense qu'il y a sans doute encore des quartiers comme Bacalan qui sont aujourd'hui des quartiers où il y a un cadre de vie qui commence à devenir très agréable. Oui. La gare a toujours été aussi, et là, par rapport aux questions de mobilité, c'est des quartiers qui sont, en plus d'autant plus que ce sont des quartiers qui ont fortement diminué l'année 2024. Donc c'est sans doute le meilleur conseil que je peux donner, c'est de réinvestir ces quartiers-là en tant qu'investisseur. Voilà, c'est des quartiers qui ont fortement diminué, donc forcément, les prix ayant baissé, il faut s'y intéresser. Dernière question, cette période aussi d'incertitude, on n'a pas forcément de visibilité, justement, quand on est peut-être investisseur, mais quels sont vos conseils pratiques, vos règles d'or quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Quels sont vos conseils? Alors, déjà, le premier conseil quand vous souhaitez vendre, c'est la première chose que vous devez faire, c'est consulter votre notaire. Déjà, pour savoir quelle pièce, et pas perdre du temps, consulter quelle pièce dans le dossier à constituer, ça c'est une évidence. Pour des questions, ne serait-ce que même quand c'est votre résidence principale, mais aussi quand vous êtes investisseur, calculer la plus-value si vous en avez. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment le principal conseil que je peux donner quand on veut vendre. Il vous donnera aussi son avis sur le prix que vous voulez mettre en vente. Mais ce prix-là, votre prix de vente d'un bien ne doit pas être conditionné à votre projet derrière. Parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous dire, moi, il me faut telle enveloppe. Oui, ben enfin, t'as un bien qui a une valeur. Si c'est cohérent avec ton réinvestissement derrière, très bien. Mais il faut toujours que le prix soit cohérent. Quand vous achetez, il faut que l'achat immobilier reste un achat aussi coup de cœur, notamment pour la résidence principale. C'est un coup de cœur d'un quartier, par rapport à votre lieu de travail, à vos lieux de vie, à votre famille. Il faut que ça reste principalement un coup de cœur. Aujourd'hui, on subit un immobilier de contrainte pour des questions de séparation où des fois on est contraint de continuer à vivre ensemble parce qu'on n'arrive pas à vendre notre immobilier commun. C'est toujours difficile et donc dans des périodes un peu compliquées, garder cette notion de coup de cœur, ça donne confiance et ça. Puis ça permet aussi d'avoir une vie un peu plus poétique. Je trouve ça assez bien ce que vous décrivez. Un grand merci à vous. Merci. Delphine Détrieux. Applaudissements. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des notaires de Gironde. D'ailleurs, vous avez aussi nos amis du Conseil supérieur du notariat qui sont dans la salle. Un clin d'œil à François et à Myriam. C'est la fin de cette émission. J'étais ravi de la partager avec vous. Comme il est de tradition avec vous, Pierre Urmic, je vois que vous avez un... Voilà, c'est bon. Si j'ai le droit de dire un dernier mot, ça sera une image. On voulait vous laisser justement la conclusion. Voilà. Un excellent ouvrage vient de sortir, Quand Bordeaux se réinvente, qui explicite bien nos démarches, notamment sur ce terrain de l'urbanisme qu'on a un peu exploré ce matin. Et voilà, c'est un excellent ouvrage qui est en vente dans toutes les bonnes librairies de la ville au prix défiant toute concurrence de 19,99 €, vous voyez. Et je vous incite vraiment, même à le feuilleter, je vais le laisser là, si certains veulent le feuilleter. Qui est l'auteur? C'est la ville. C'est la ville, bien sûr. La ville. C'est un collectif absolument. Bien sûr, c'est nous qui avons, qui expliquons notre façon de concevoir notre projet urbain et de réinventer et de réenchanter la ville de Bordeaux. Merci beaucoup, Pierre Urmic. Et je voudrais juste conclure sur un mot, la citation, puisque vous avez parlé de Michel de Montaigne, c'est de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait que finalement, il existe deux sortes d'hommes, ceux qui voient le monde tel qu'il est, et les autres qui le voient tel qu'il pourrait être. Je pense que définitivement, vous voyez le monde tel qu'il pourrait être, et c'est plutôt rassurant quand on est maire d'une grande agglomération comme Bordeaux. Applaudissements pour Pierre Urmic. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous serons le mois prochain, Olivier, à Auxerre. Auxerre, absolument. Absolument, voilà. Donc on va changer un petit peu d'environnement. Ensuite, nous irons à Cannes, nous irons à Dax, nous irons à Bayonne. Voilà, bref, on continue notre road trip. Un grand merci à Alexandre Burkhardt, le réalisateur du film. Merci à Lorenzo qui est derrière, Il Magnifico, qui est avec nous. Ciao Lorenzo, merci d'être avec nous. Voilà, Baptiste Plouchard, le super Baptiste qui est derrière avec nous, qui fait tous les montages ainsi
ainsi que le cadrage. Merci à notre super producteur Grégoire Darico qui a construit la totalité de l'émission. Un immense merci à vos équipes, aux services de presse, bien évidemment, l'équipe de la mairie. Merci à vous, public, de vous être déplacés nombreux. Merci à nos confrères du Figaro Immobilier, mais aussi de Radio Imo, puisqu'on a 2 médias qui produisent cette émission. Merci à tous et au mois prochain. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.